Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler de sécurité informatique avec Audrey Schink. Entrepreneur et technicienne informatique depuis plus de 15 ans, Audrey Schink arrive à percer les secrets de la sécurité informatique, du dépannage matériel et logiciel et de la réseautique avec humour. Malgré le côté scientifique et technique de la cybersécurité et de la technologie, c'est avec Blue Oden qu'elle partage sa passion pour la simplification, de la vulgarisation et de la mise en place concrète de ces concepts souvent mal aimés. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alliance Entrepreneur, le MEIA, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le réseau Mentorat, le CETEC, un centre de transfert d'entreprises partout au Québec, InfoBref, un média pour entrepreneurs en 5 minutes. Vous avez l'essentiel de l'actualité. Je vous invite à écouter leur podcast qui sort à tous les matins. En 3 à 4 minutes, vous allez avoir l'essentiel de l'actualité, mon commerce en ligne et bien sûr le programme Persévérance qui vient en aide à tous les entrepreneurs en difficulté. J'aimerais aussi vous rappeler que les podcasts sont gratuits. Alors, si vous aimez notre contenu, je vous invite à le partager, à aimer, à taguer un ami, à l'envoyer. Vous aimez le podcast d'aujourd'hui sur la sécurité informatique, envoyez-le à un ami entrepreneur que vous pensez que ça pouvait être utile. Plus que l'audience agrandisse, plus qu'on est capable d'aller chercher des commanditaires et on est capable de créer plus de contenu en grossissant l'équipe chez Alias Entrepreneur. Mais aujourd'hui, là, j'ai vraiment une discussion palpitante avec Audrey que je vais vous partager. Et puis, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'écouter et de mieux se protéger parce que dans mon entourage, il y a des gens qui se sont fait avoir avec la sécurité informatique. Ça arrive pas seulement aux grosses entreprises, ça peut s'arriver aux petites entreprises. Puis dans la discussion, j'ai remarqué plusieurs petites astuces que je pouvais mettre en place qui allaient me protéger. Sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Audrey, ça va bien? Hey, ça va bien toi? Ça va super bien. Je suis tellement content de parler aujourd'hui de sécurité informatique. Puis on s'est contacté parce que tu es quand même spécialisé du côté sécurité informatique, du côté des OBNL. Et Alias Entrepreneur, c'est une OBNL, mais on va orienter la discussion pour en apprendre plus général encore sur la sécurité informatique. C'est un sujet que j'adore, que j'aime parler, que j'aime lire. Et puis que je peux dire, pas néglige, mais l'importance devient de plus en plus présente ou je dirais le message puis la responsabilité des entreprises en vient de plus en plus grand avec qu'est-ce qu'on a vu, par exemple, un cas classique comme qu'est-ce qui est arrivé avec Desjardins, que c'est une fuite interne. Mais il y a d'autres fuites qu'on entend moins parler qui sont réglées à l'amiable, mais c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus important. Puis on s'en va aussi du côté informatique plus avancé où est-ce que on a moins de disques durs sur place, on a moins de serveurs sur place, c'est tous des serveurs info nuagiques. Notre site web est hébergé chez un hébergeur qu'on est peut-être allé avec l'hébergeur du Arabais qu'on a trouvé sur Internet. Nos courriels, on sait même pas, en fait, je sais même pas sont hébergés où mes courriels. Je sais pas c'est quoi le protocole qui passe de mon serveur de courriel à ma boîte courriel. Quel courriel que je peux cliquer ou pas cliquer, à quelle infolette que je peux m'abonner, où est-ce que je laisse mon adresse courriel. C'est tellement de choses qu'on parle, mais à la base même, il y a tout l'aspect de mots de passe et de double authentification. Fait qu'il y a tellement de sujets qu'on va parler ensemble, fait que j'espère que tu es en forme. Hey, moi, je suis toujours en forme, Anthony, puis je suis encore plus en forme parce que c'est rare que les gens me disent « Audrey, je suis excitée, je suis enthousiaste de parler de cybersécurité. » Fait que amène-ça, je suis prête. Parce que, veux pas, ça reste une dépense réelle dans ton entreprise. Tu sais, c'est pas comme « Je vais pas investir en sécurité, ça va rendre mon entreprise plus profitable. » Ça va juste peut-être faire que ton entreprise coulera pas, tu sais. T'as tout compris, effectivement. Puis c'est ça que, tu sais, on est un peu comme la bête noire. Il y a personne qui aime s'investir en informatique ou en cybersécurité. Je veux dire, moi y compris, dans le sens où j'aimerais bien mieux aller m'acheter des belles choses, redécorer le bureau, des choses comme ça, mais ça devrait être une obligation, quand tu pars, peu importe un OBNL, une entreprise ou même travailleur autonome, d'avoir une certaine fondation, d'avoir quand même le bare minimum pour protéger ta business puis protéger tes clients et fournisseurs aussi. C'est tellement, puis tu l'as bien dit, parce que c'est ta business, c'est clients et fournisseurs, puis quand il y a des problèmes, dernièrement, il y a une entreprise d'Estrie, mais ça me semble que c'était les publics, mais je dévoilerai pas le cas au cas où c'est pas les publics, là, mais il y a une entreprise en Estrie qui a eu des gros problèmes informatiques du côté de leur ERP.
puis tous leurs fournisseurs sont attachés à leur ERP. Alors, ils passent les commandes directement dans les ERP des fournisseurs qui sont tous attachés. C'est une multinationale, là. Là, le ERP plante, plus de gestion d'inventaire, plus de gestion de commandes, plus capable de passer les commandes aux fournisseurs. Puis là, tout arrête. Plaque, du jour au lendemain. Faut qu'ils ferment la ligne de production. Puis ça, c'est, tu sais, ça paraît niaiseux. On se dit, tu sais, c'est comme la bête noire. Mais en même temps, si ton infrastructure est pas assez solide, ça va faire que peut-être, à un moment donné, tu vas être obligé d'arrêter, puis pas à ta convenance. Tu vas être obligé et non un maintien préventif sur un arrêt prévu. Puis c'est là la différence. Mais j'aimerais ça qu'on commence par parler des mots de passe. Les fameux mots de passe que tout le monde s'arrache les cheveux, qui se cogne la tête sur le bureau. Je te laisse aller. Ben, en fait, je vais te poser ma première question. Est-ce c'est le classique, c'est on devrait pas avoir le même mot de passe à tous les endroits. Je confirme. Moi, j'aime bien avoir le mot de passe de mon compte de banque sur le même que mon portail sur un site amical. Mais tu sais, sans blague, comment as-tu des trucs et astuces sur c'est quoi un mot de passe sécuritaire, puis comment que je peux faire pour conserver tous mes mots de passe partout? Absolument. Puis c'est des trucs comme ça, là. C'est pas nécessairement des choses complexes, mais soit quand on n'est pas dans le domaine ou que quelqu'un prend pas nécessairement le temps de nous l'expliquer, on a l'impression que, oh my God, c'est donc ben une montagne. Fait que, tu sais, de nos jours, puis là, je sais, nous, pauvres informaticiens, on se fait tirer des roches à dire des affaires de même. De nos jours, un bon mot de passe devrait comprendre un minimum de 16 caractères. Je le sais, c'est beaucoup. Puis là, tu l'as très bien dit, Anthony. En plus, faut qu'ils soient tous différents. Faut qu'il y ait des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux. Tu sais, name it, là. Faut y mettre la gomme. Puis là, ben, la plupart des gens, quand je leur dis ça, ben, tu l'as fait très bien toi-même et c'était magnifique. Les yeux deviennent extrêmement grands. Puis on dit, mais Audrey, comment je vais m'en sortir avec ça? La bonne nouvelle, c'est que ben, la technologie peut nous aider avec ça, en fait. Il existe ce qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe. Puis là, tu nous as parlé de certains cas par rapport à soit des chaînes de production qui sont arrêtées ou des cyberattaques, des fuites de données. Je vais te parler généralement des gestionnaires de mots de passe, mais je vais quand même rajouter un petit grain de sel là-dessus. Le gestionnaire de mots de passe, là, en tant que tel, ce qu'il fait, c'est comme une sorte de base de données sécurisée et encryptée qui fait en sorte que tu as juste besoin d'un foutu gros long mot de passe complexe, donc pour un peu comme la clé de ta porte d'entrée chez toi. Fait que ton gros mot de passe, c'est ta clé de porte d'entrée. Puis une fois que la porte est ouverte, ben tu as accès à tes mots de passe, à tes noms d'utilisateurs, aux différents sites web auxquels tu dois accéder. Puis c'est sûr que la première fois, là, tu sais, de dire bon, je dois avoir la rigueur d'inscrire ça dans mon gestionnaire de mots de passe, puis de peut-être revamper justement mes mots de passe. C'est sûr, sur le coup, là, on se dit ouais, c'est un petit peu de temps à investir. Sauf que moi, je vois ça en bout de ligne comme une économie de temps. Parce que si tu as fait ta job comme du monde, au lieu de faire reset password à chaque site que tu vas parce que tu as oublié ton mot de passe, ben tout ce temps-là, tu le sauves en ayant bien monté, bien préparé ton gestionnaire de mots de passe. Fait que, tu sais, grosso modo, c'est ça que ça fait un gestionnaire de mots de passe. Ça contient sécuritairement user, mot de passe et les sites web auxquels tu te connectes. As-tu un exemple de gestionnaire de mots de passe gratuit, puis un autre qui est payant? Puis c'est quoi la différence entre les gestionnaires de mots de passe gratuits et les gestionnaires de mots de passe payants? Est-ce que le gratuit est moins sécuritaire que le payant, par exemple? Alors, on va commencer avec les exemples, puis après ça, on va aller un petit peu sur pourquoi je devrais avoir un gratuit ou un payant. Super. Ben, dans le gratuit, t'en as plusieurs. Donc, t'as du KeePass, t'as des versions gratuites de Bitwarden. Donc, il y en a un paquet sur le marché. Du côté payant, bon, il y a les versions payantes de 1Password, de Bitwarden, de LastPass. Disons que ce dernier, je vous le recommanderais pas, sachant qu'il y a eu une fuite de données dernièrement. Puis c'est aussi le bémol que je voulais amener tout à l'heure, Anthony. Puis
je vais être 100% transparente avec toi puis avec tous ceux qui nous écoutent. J'avais pas nécessairement le même discours il y a quelques années. Dans le sens que la cybersécurité, il y a des choses qui se peaufinent, il y a des choses qui changent, il y a des bonnes pratiques qui évoluent et tout ça. Puis, il y a une couple d'années, tu sais, je te dirais qu'on était très pro gestionnaire de mots de passe payants, où est-ce que les mots de passe sont hébergés chez le fournisseur. Fait qu'on parle de NordPass, de Bitwarden, peu importe la compagnie, que les mots de passe sont vraiment sur le nuage du fournisseur. Moi, je trouve qu'il y a une contrepartie à ça, puis ça, c'est une réflexion que chacun devrait avoir, là. Ça, c'est moi personnellement et professionnellement qui t'en parle, mais chacun doit se faire sa propre idée. C'est-à-dire que quand mes mots de passe sont chez un fournisseur externe, ben c'est sûr que s'il arrive une fuite de données, je peux être contente puis dire je m'en lave les mains, c'est la faute du fournisseur. D'un autre côté, moi je me dis tabarouette, j'ai pas de contrôle sur mes propres mots de passe. Puis tu sais, dans mon domaine, on fait du service informatique puis de la cybersécurité, je gère des comptes de plusieurs clients. Fait que si nous on se fait, excuse-moi le terme, rentrer dedans, mes clients aussi se font rentrer dedans. Fait que c'est pour ça que je te dirais que là, en 2023, j'en suis rendue à recommander aux gens d'avoir des gestionnaires de mots de passe, par exemple comme KeePass, qui sont gratuits, mais que tu as du contrôle sur ta base de données de mots de passe. Tu dois sécuriser l'environnement où est-ce que la base se retrouve. Ben, néanmoins, tu es ça, c'est l'autre point. Oui. Ça, c'est l'autre point, parce que tu viens de le dire, si on l'envoie à l'externe, il y a un risque, mais souvent, quand on l'envoie à l'externe, il y a un côté positif, c'est que c'est des spécialistes souvent en sécurité informatique. Alors, c'est de voir, est-ce qu'à l'interne, j'ai les compétences pour avoir un contrôle sur mon ordinateur? Si je suis vraiment nul, entre guillemets, là, en informatique, que je le connais pas, que j'ai peur d'attraper un virus, que je clique sur à peu près n'importe quel lien qui télécharge sur mon ordinateur, que j'ai pas une pratique rigoureuse, on est peut-être mieux dans ce temps-là d'aller à l'externe, le risque est peut-être moins grand. Si j'ai une super de bonne gestion à l'interne, est-ce que je comprends bien que c'est un petit peu ça la réflexion qu'on se pose là? Ben ça peut être ça, puis ça aussi, tu sais, bon là, je suis pas là pour prêcher pour ma paroisse nécessairement, mais on a le droit aussi de se faire accompagner là-dedans, dans le sens où si on dit, nous, on est une entreprise, justement, on veut avoir le contrôle, on veut pouvoir gérer nos choses, on veut se tenir responsable, en fait, là, de l'information, puis d'assumer nos responsabilités en tant qu'entreprise. Ben c'est là que moi, j'ai pour mon dire, justement, les gestionnaires de mots de passe qui ont une base de données locale sont peut-être une meilleure alternative. Néanmoins, on peut demander l'accompagnement justement pour s'assurer que tout ce qui est autour soit sécurisé. Mais encore une fois, on se le cachera pas. Il y a une question de coût là-dedans. Il y a une question d'aisance, comme tu le dis, avec la techno. Fait que, tu sais, en cybersécurité, là, je te cacherai pas que c'est beaucoup d'évaluer le risque. Dans le sens où, puis je compare ça souvent avec les assurances, là, nos assurances de char, de maison, etc. Oh, ça m'en prend, ça? Oui, mais mais tu sais, c'est vrai dans le sens où moi, je peux bien appeler mes assurances puis dire je veux le méga package que si il arrive la 8e guerre mondiale, que tout est protégé, tout est couvert. Mais il y a un prix à ça aussi. Puis je peux dire aussi, je veux le petit package, mais que ça couvre à peu près rien, puis que finalement, je paye dans le beurre. Fait que tout ça pour dire que c'est aussi une question de c'est quoi notre confort quant au risque. Au risque. Exactement. C'est un bon point. J'ai déjà entendu parler de d'autres stratégies pour mémoriser des mots de passe. Par exemple, tu t'inventes une clé avec l'application dans laquelle tu es. Par exemple, on est sur le site StreamYard parce qu'on enregistre l'entrevue sur StreamYard. Puis là, je ferai une clé, par exemple. Je mets la première lettre du site. Après ça, je vois avec la 5e lettre du nom de mon enfant, un numéro, ma date de naissance. Là, ma date de naissance, c'est pas un bon choix, mais tu comprends, je me crée une clé. Oui. Je me crée une clé intelligente que je répète. Alors, pour chaque site, j'y vais avec l'URL du site, avec une clé que je me suis inventée. Comme ça, je peux toujours me mémoriser les mots de passe d'une fois à l'autre. Est-ce que c'est quand même sécuritaire faire ça?
C'est quand même sécuritaire. Encore une fois, là, comme là, tu as dit, ouais, la date de naissance, c'est pas une bonne idée. Effectivement, il y a certains renseignements comme notre nom, le nom de notre premier animal de compagnie, là, toutes les questions secrètes là, que Microsoft ou Google nous demandent, là, ça, on met pas ça dans un mot de passe, s'il vous plaît. Mais c'est vrai que de se trouver une sorte de formule, une sorte de suite logique, ça peut être super bon. Néanmoins, il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention, notamment si tu mets des caractères successifs ou qui se répètent. Fait que des fois, mettons, je ferais mon mot de passe, Anthony est le meilleur, 99999, puis que je tope le 16 caractères, mais le 999, il est super facile à décrypter parce que c'est tout le temps le même caractère. Fait que oui, les suites logiques, ça peut être super pertinent, mais encore là, il faut y aller avec le bon jugement puis avec les bonnes pratiques de base. Puis il faut garder en tête aussi, là, parce que, bon, nous, on est dans le cadre de l'entrepreneuriat, mais ça peut être des employés, ça peut être des bénévoles, là, peu importe le type d'organisation. Il y en a qui vont me dire, ben je vais faire des suites logiques comme ça, puis je vais toutes les retenir dans ma tête. Là, après ça, c'est la game de dire, mettons qu'il t'arrive un accident ou il y a quelque chose de grave, ou qu'est-ce que tu fais avec cette situation-là? Fait que j'en reviens à évaluer le risque. La gestion du risque, exact. Puis dans le gestionnaire de mots de passe, je commence à grossir mon équipe, j'embauche. Est-ce que je peux partager les mots de passe sans partager le mot de passe? Est-ce que je peux partager des accès à des sites, des accès en fait, en lui disant comme un shares, OK, j'y donne accès, il se connecte, il voit pas nécessairement c'est quoi le mot de passe, mais il est capable de se connecter à même l'application. Oui, il y a certains gestionnaires de mots de passe là, pour lesquels c'est plus facile justement de faire du partage de mots de passe puis du partage justement de comptes, si je peux dire. Je mets un autre bémol, un autre gros red flag, juste de faire attention parce que dans les bonnes pratiques en cybersécurité, normalement, chaque personne devrait avoir son accès. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, tu commandes sur le site web, le géant du web qu'on nommera pas, mais qu'on peut trouver toutes les bébelles possibles et imaginables là-dessus qui commencent par A, ben Anthony devrait avoir son compte à son nom, Audrey devrait avoir son compte à son nom, donc il y a certaines exceptions où que les comptes partagés, on n'a comme pas le choix de se badrer de ça, mais vraiment le moins possible. Ben, les comptes fournisseurs, parfois, on peut pas avoir plusieurs accès. Et puis, parfois, il y a d'autres applications qu'on prend, mais multiplier les accès, ça devient onéreux rapidement. Alors, puis là, comme tu dis, c'est mesurer le risque. Puis quand on met l'employé, si on a partagé un mot de passe, savoir est-ce qu'il est partagé en crypté ou il est partagé en blanc. Quand on met l'employé à la porte, faire attention de changer les mots de passe. Oui, puis ça, là, Anthony, j'adore que tu en parles parce que il y a beaucoup d'entreprises puis d'OBNL, là, puis autant des petites organisations que des grandes, là. C'est pas parce que les grandes organisations peut-être peuvent générer plus d'argent et tout ça qui sont toujours meilleures. À travers tout ça, là, tu vois, là, je m'emballe encore une fois puis je suis en train d'oublier qu'est-ce que je voulais te dire. On parlait effacer, charger les mots de passe avant de congédier l'employé, puis les accès, bloquer les accès. Oui, donc dans la majorité des entreprises, le processus d'arrivée et de départ d'employés est soit pas clair et soit pas rigoureux ou même inexistant. Fait que souvent les gens, tu sais, encore là, je comprends, des fois on est dans l'opérationnel ou dans le créatif et tout ça. Malheureusement, il faut quand même penser au pire. Si un employé du jour au lendemain quitte, encore plus en mauvais termes, quels accès a-t-il? Qu'est-ce qu'il peut faire pour te mettre dans le trou? Puis je le sais, Anthony, que c'est pas le fun de parler de ça, là. C'est pour ça que je suis comme, ouh, Anthony aime ça parler de cybersécurité. Moi, j'aime parler de l'entrepreneuriat, puis ça me fait sourire parce que j'imagine, tu sais, l'employé, il fait une niaiserie, là, tu sais. Là, tu le mets dehors, puis là, il est fâché, là, il est bleu marin. Puis là, t'es comme, ouais, mais God, t'as défoncé le mur, t'as envoyé promener l'employé, puis t'as brûlé sa commande devant lui, tu sais, je pouvais pas te garder. Mais ouais, mais c'est la faute du client. Puis là, il est fâché, là. Puis là, il part, là. Puis là, tu le vois, là, dans le cartoon, là. Ah, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Il rentre, ça va dans le bureau, il efface tous les dossiers clients, il les met dans la corbeille, il supprime la corbeille, puis il flush le disque dur du serveur. T'es comme,
qu'est-ce qui vient de se passer, tu sais. Puis c'est des choses qui sont déjà arrivées dans le passé, tu sais. C'est pas... là, j'exagère avec un cartoon, là, mais c'est des choses qui peuvent arriver. L'accès au courriel aussi, on n'en a pas parlé, mais changer le mot de passe de l'accès au courriel pour pas qu'ils recontactent les clients sans ton autorisation. Ben définitivement, tu sais qu'on parle exemple de l'environnement Google Workspace ou de Microsoft 365, quand un employé quitte, on devrait immédiatement changer le mot de passe. On devrait convertir sa boîte qui lui était propre à lui ou elle en boîte partagée pour que si quelqu'un a besoin d'aller rechercher l'information, puisse y avoir accès. Puis aussi s'assurer de pas supprimer le compte parce que admettons que cette personne-là a laissé des documents importants pour la business dans son Drive ou dans son OneDrive. Mais c'est ça. Puis l'autre point dans tout ça, tu disais, mettons, l'employé fâché, l'ancien employé fâché plutôt, il scrape tous les dossiers clients et tout ça. Ben la notion d'avoir des sauvegardes, d'avoir des bons backups est d'autant plus importante. Puis on pourra en parler ou non, tout dépendant de ce qui te tente. Mais je rappelle aux gens, le cloud, là, le fameux nuage, ce n'est pas un backup, c'est un endroit où on stocke des données, puis il faut mettre d'autres protocoles en place pour ce backup. On devrait enregistrer les données parce que le cloud, ça reste que souvent, avec les forfaits, on est capable de reculer en arrière. Tu sais, s'il ferait vraiment une niaiserie, je pourrais appeler, par exemple, mon fournisseur de services cloud, les gros fournisseurs là, communs, là, puis reculer. Souvent, les versions gratuites, c'est 7 jours, payantes, c'est 30 jours, plus cher, c'est 180 jours, puis plus cher, c'est 2 ans. Là, je suis capable de reculer. Mais tu conseillerais de stocker à combien de places différentes notre data? Généralement, c'est la règle du 3-2-1. Dans la petite organisation, des fois, c'est un petit peu moins évident, mais c'est dans le sens où tu devrais avoir tes backups à 2 endroits physiques différents. Tu devrais avoir 3 façons, 3 copies, entre guillemets, où tu peux y accéder. Fait que si, par exemple, on parle du cloud, bon, ben, supposons que toi, tu es sur du Google Drive, ben, de s'assurer que tu as une sauvegarde cloud via un autre partenaire, que tu aies aussi une sauvegarde physique à tes bureaux quand les gens sont pas là 100% télétravail, dans le sens où il y a aussi la notion de, même si les fournisseurs, le Google, Microsoft, Amazon, les compagnies, quand on paie des abonnements, faut garder en tête qu'ils ne sont pas responsables de nos données. Fait que c'est pour ça qu'il faut comme se backer. Pour le backup. Alors, non, je comprends, mais c'est de l'avoir à 3 endroits différents, puis comme ça, on est sûr qu'on va être capable. Puis c'est arrivé dans le passé qu'il y a des gros centres de données qui ont été sujets à des problèmes, des feux, puis là, pour une raison X, il y a eu une erreur de traitement de data. Toutes tes données se sont ramassées au même endroit. Le fournisseur, il peut pas faire de miracle non plus. Ça reste. Non, c'est Désolé, mon ami. Il faut partir à zéro. Puis là, on en parle. Fait que 3, 2, 1, on se rappelle, stocker à plusieurs endroits. Là, on a parlé des mots de passe, Oui, je t'écoute. Oui, excuse-moi, dernier point, puis après, je te laisse aller sur le prochain sujet. Mais tu sais, des fois, on se dit, ouais, les sauvegardes, puis ça peut devenir complexe, ça peut devenir lourd, ça peut devenir onéreux. Mais si on parle, exemple, des gens qui sont déjà sur des plateformes cloud comme OneDrive, comme Google Drive et tout ça, tu sais, il existe des services de backup qui reviennent quand même pas trop cher mensuellement, que tu as de la rétention illimitée, c'est-à-dire que si toi, Anthony, tu veux revenir 5 ans en arrière, ça te coûte pas plus cher, c'est toujours le même prix mensuellement par utilisateur, puis que le backup se fait 4 fois par jour. Fait qu'on s'entend, si tu dis j'ai pas beaucoup de moyens pour mes backups ou ma cybersécurité, déjà un service comme ça, tu sais, t'en as pour ton argent. Je vais dire ça de même. Okay. En gros, je comprends qu'il y a des solutions pas trop dispendieuses qui nous permettent d'évoluer. Là, si on revient au sujet des mots de passe, on a des mots de passe à 16 caractères, c'est compliqué, là. Je suis déjà pas heureux de refaire tous mes mots de passe parce que je pense que j'étais à 9, moi, pas à 16. Fait qu'il va falloir que je retrouve un mot de passe universel à 16 caractères. Mais j'ai rien entendu. c'est une blague. Mais
L'autre chose qui m'achale beaucoup, là, moi, quand je navigue, je me connecte sur un site et puis là, double authentification. Pourquoi que c'est important? Est-ce que c'est réellement important ou c'est comme une fausse croyance que c'est important? Non, c'est vraiment important, Anthony. Puis encore là, moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans en informatique, la cybersécurité existait. Là. Entendons-nous, là, on pense que c'est nouveau depuis la COVID, là, mais ça existe depuis qu'il y a des réseaux puis depuis qu'il y a de l'Internet. Néanmoins, pourquoi c'est devenu de plus en plus important? Ben, selon comment les différentes cyberattaques sont réalisées ou même juste quelqu'un qui voudrait faire du trouble à ta business, tu sais, de trouver un nom d'utilisateur, un mot de passe, pour quelqu'un de moindrement allumé ou qui sait très bien chercher sur Google, ça peut être relativement facile. Je mets des guillemets, ça peut être relativement simple. Fait que néanmoins, supposons que moi, je suis une pas fine puis que j'ai usurpé ton nom d'utilisateur, ton mot de passe, puis je sais ça va avec quel site, ben tant que j'ai pas ton téléphone ou que j'ai pas l'autre bout, comme l'autre partie de la clé, ben je peux pas me connecter. Puis là, on s'entend là, nos amis les pirates là, c'est sûr qu'ils ont trouvé des fois des façons de contourner ça. Encore là, je ramène ça à par exemple la sécurité d'une maison. C'est pas parce que tu as un système d'alarme, une serrure, un chien qui jappe. C'est ça, tu sais, dans le fond, c'est une mesure supplémentaire qui te protège plus, mais est-ce possible que cette sécurité-là soit détournée? Oui, mais les risques, les probabilités sont plus faibles. Si c'est détourné, ça va être des pirates professionnels qui vont l'avoir fait puis qui va avoir été une attaque réelle et pas quelque chose de simple qui ça va avoir été fait pour un petit virus programmé sur ton ordinateur. Exact. Là, comme un des contournements qu'on entend là, ces derniers temps, c'est du SIM swap. Fait que quand on fait la double authentification avec un message texte par le cellulaire, certains pirates sont en mesure un peu de faire en sorte que comme s'ils avaient ta carte SIM, puis recevoir le message texte et être en mesure de te connecter. Néanmoins, comme je dis, ça reste quand même une façon très sécuritaire puis un step de plus qu'on met pour, tu sais, le voleur qui essaie de gosser après ta serrure chez vous. Puis là, quand il rentre, il y a le système d'alarme en plus, il va peut-être sacrer son camp. Fait que c'est un peu le même principe. Puis les plus gros sites, ils doivent avoir des méthodes de valider que si ça fait quelques essais, avant d'avoir piraté, j'imagine, avec la carte SIM, il va peut-être avoir un aspect fraude du côté de ton service qui va faire hey, ça a de l'air frauduleux, c'est-tu vraiment à toi, puis il va tomber avec une troisième. Tu sais, des fois, le texto, il te l'exige par ton nom de moyen que tu as dit, là, le plan. L'autre moyen de la double authentification, là, tu sais, les gros sites, là, des fois, là, c'est une double authentification texto, puis après, une couple de fois, ils te l'exigent par courriel, puis d'autres fois, c'est par téléphone, etc. Puis, si on y va, là, je comprends bien que la double authentification, je déteste ça. Ça me fatigue, mais c'est important puis de le conserver, de pas l'enlever, puis de le mettre aux endroits où on l'a pas. Oui, puis un petit point aussi, là, juste te dire que là, pendant qu'on se parle, Anthony, là, on parle de février 2023. Voici la bonne pratique. Activer la double authentification sur tous nos sites, plateformes et imaginables ou inimaginables. Bref. Mais ce mot-là, exactement. On va y aller simple. Partout. Merci beaucoup. Mais tout ça pour dire que ça veut pas dire que là, en février 2023, que dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, des années, il y aura pas d'autres technologies. Puis il en existe déjà là, des technologies de passwordless ou différentes méthodes. À mon avis, c'est peut-être pas 100% au point, ou des fois, ça peut être destiné à la plus grande entreprise, mais ça s'en vient. Fait que tout ça pour dire que peut-être qu'un jour, on n'aura plus de besoin. Exactement. Un peu comme les recaptcha au début, c'était vraiment compliqué, puis là, ils rendaient avec des recaptcha vraiment plus simples sont capables de valider de d'autres façons. Avec les AI, ça va peut-être être rendu de juste voir ton visage suite à ton authentification, puis ça va être correct, tu sais. Oui, mais la biométrie, tu parles du visage ou empreinte digitale et tout ça, là. Écoute, quand j'ai commencé, il y a 15 ans, là, des fingerprint readers, là, il y en avait déjà, là. Fait que, ben, tu sais, encore là, la biométrie, à mon avis personnel et professionnel, c'est pas encore
parfait. Il y a rien de parfait de toute façon. Mais tout ça pour dire que la technologie continue d'avancer. Donc, c'est une question de temps aussi à avoir peut-être d'autres mesures ou d'autres protocoles qui va peut-être éviter justement cette fatigue-là de la double authentification là, que tu n'es pas le seul en passant, Anthony, là, à subir. Là, je veux dire, moi non plus, j'aime pas ça, mais ça fait partie de ça. Ça fait partie de la vie. Puis là, on a parlé des backups, du stockage de données. Puis là, je peux pas m'empêcher de parler. Est-ce que je devrais encrypter mon disque dur? Je le vois souvent passer, puis même avec les Mac, tu as une option quand même simple pour encrypter ton disque dur. Mais moi, je me dis, si j'encrypte le disque dur, là, puis là, je perds ma clé, si je viens de perdre mon data, tu sais. C'est quoi les bonnes pratiques de ce côté-là? C'est-tu essentiel? À quoi que ça sert? Puis, si je le fais, qu'est-ce que je devrais faire attention? Puis, où je devrais garder ma clé? J'imagine que c'est pas sur le disque dur que j'ai encrypté. C'est très wise, Anthony. Effectivement, ça, c'est comme justement laisser la clé dans la maison puis que toutes les portes sont barrées. T'es un peu fort-ball, tu sais, en bon français. Moi, je le comparais à je barre ma porte et je le laisse en dessous du tapis devant ma porte, là, tu sais. Non, c'est ça. Ça, c'est pas terrible. Mais dans le fond, si tu peux reformuler ta question, qu'est-ce que tu veux savoir exactement par rapport à ça? Est-ce que je devrais encrypter? Puis c'est quoi le risque à encrypter mes données? Bon, est-ce que tu devrais encrypter ton disque dur? La fille en informatique et cybersécurité va clairement te dire oui. Pourquoi? Dans le fond, quand le disque dur est encrypté, puis comment je pourrais te dire? Surtout pour les appareils mobiles. Là, quand on parle de portable ou un appareil qu'on déplace, là, tant qu'à moi, là, ça devrait être obligatoire que ça vienne de base dans le fameux package deal. Si, par exemple, on a des bureaux puis il y a moindrement un contrôle d'accès au bâtiment, c'est sûr que d'avoir un disque dur encrypté, je dirais pas non, mais c'est peut-être un petit peu moins une priorité que quand on est avec des appareils mobiles. Puis on se le cachera pas là, depuis suite à la fin entre guillemets de la pandémie, les gens des fois vont travailler dans des cafés ou chez le beau-frère ou à l'hôtel, whatever quoi. Tu sais, il faut garder encore en tête malheureusement que ça se peut que tu ailles à la salle de bain, tu reviennes puis que tu t'es fait prendre ton ordinateur. Fait en ayant le disque dur encrypté, c'est-à-dire que la personne qui l'a entre les mains, même si elle le sort de l'ordinateur et qu'elle le met dans une petite base là, pour lire les disques durs, elle ne pourra pas décrypter, elle ne pourra pas extirper le contenu de ce disque-là. Néanmoins, ça a l'effet pervers de dire, mais comme tu as dit, si je perds ma clé ou il arrive quelque chose que ça me demande ma clé de décryption, ben tu viens de scraper un disque dur, puis il faut que tu en installes un autre puis que tu réinstalles ton Windows, ton macOS ou ton Linux. Ben, au-delà de ça, je peux avoir scrappé mes données, je peux avoir perdu mes données. Absolument, si c'était pas sauvegardé ou c'était pas dans le cloud et tout ça, oui, tu peux tout perdre. C'était ma prochaine question. Exemple que j'installe Dropbox sur mon ordinateur, ou peu importe le service Dropbox par exemple, mais peu importe Google Drive, OneDrive, etc. Je l'installe sur mon ordinateur que j'encrypte mon disque dur de mon ordinateur. Est-ce que mes données, disons que je perds mon ordinateur, je me fais voler, OK, puis là, je perds la clé de mon encryptage pour X raison. Puis en même temps, j'ai plus d'ordinateur. Je m'achète un autre ordinateur. Habituellement, j'ai juste à me reconnecter sur Dropbox ou le service et j'ai toutes mes données. Si j'ai encrypté mes données, est-ce qu'ils vont être encryptés aussi du côté stockage externe ou non? Non, dans le fond, ils vont être vraiment, c'est encrypté physiquement dans la machine. Donc, c'est-à-dire que si, dans la situation hypothétique, tu avais Dropbox, tu t'es fait voler ton ordinateur, t'achètes le nouvel ordinateur, installation, etc. Tu reconnectes ton compte Dropbox, tu as accès de nouveau à tes données. Faut juste faire attention, puis là, je fais comme un parallèle qui n'a pas 100% un lien avec ce qu'on vient de dire. On parle de cyberattaques, de virus et tout ça, puis depuis des années, on entend parler de ce qui est des ransomware, peut-être des rançongiciels qui te demandent de payer une somme pour, dans le fond, reprendre possession de tes données. Puis, by the way, ça marche pas tout le temps de payer, fait que faites-le pas, s'il vous plaît. Mais tout ça pour dire qu'il faut faire attention aussi avec nos services cloud comme Dropbox, OneDrive et compagnie, qu'on synchronise, donc qu'on rend accessible via directement notre ordinateur, notre système d'exploitation. Parce que s'il y a justement un rançongiciel qui s'infile dans l'ordinateur, ben même si nos données
sont techniquement sur le cloud. D'accord. Elles sont aussi techniquement locales. Donc, tu peux également tout perdre. Fin de la parenthèse. Là, l'importance de regarder quand est-ce que tu peux reculer dans tes données, puis faire attention aussi au disque dur connecté à ton ordinateur. Si ton backup est sur un disque dur que tu laisses connecté à ton ordinateur, ça peut tout se faire encrypter en même temps. T'as tout compris, puis pour les gens peut-être justement qui veulent pas trop investir en sécurité, en sauvegarde et tout ça, puis qui utilisent la méthode d'un disque dur externe, c'est sûr que la bonne pratique, premièrement, si tu fais un backup par année avec ton disque dur externe, tant qu'à moi, t'as pas de backup. Puis, deuxièmement, ton disque dur externe devrait se trouver dans un autre bâtiment. Fait que c'est-à-dire que si tes bureaux, malheureusement, il y a un feu, vol, vandalisme, ben au moins, peut-être que tu n'auras pas toutes les données les plus à jour, mais tu vas avoir quand même quelque chose pour repartir. J'ai 2 exemples que ça a sauvé la business à 2 personnes que je connais. Il y en a un que c'était des bureaux physiques qui a passé au feu. Pas 1, pas 2, mais 3 fois. Ces bureaux, ils ont passé au feu 3 fois. Et puis, il avait fait affaire avec un professionnel qui avait tout fait un setup de serveur externe et puis qui était avec des redondances à d'autres endroits. Et puis, il a pu retourner up and running dans les 48 heures. C'est fou, 48 heures. Puis les 3 fois, il est toujours parti. Puis la seule chose qu'il a perdu, malheureusement, des fois, c'était les dernières transactions qui s'étaient faites, les derniers. Mais tu sais, c'est minime, là. Tu as tout récupéré ton historique, tu peux repartir up and running dans un temps de le dire. Moi, avec Dropbox ou le service web, j'en utilise quelques-uns de backup de. Tu changes d'ordinateur, tu le remets, t'es up and running, ça va super bien, puis c'est pas tellement onéreux. Puis l'autre exemple, on dit, OK, ben moi, je travaille de chez moi, il n'y a pas de risque. J'ai un ami qui, sa maison a passé au feu. Oh, non. Sa maison a passé au feu. Il y avait son ordinateur de bureau chez lui, plus utilisable. Puis une chance qu'il y avait un service de data qui a pu récupérer la majorité des choses qui étaient essentielles pour lui, qui a permis de continuer son entreprise. Mais c'est des choses à réfléchir puis à faire attention. Puis là, on passe vite sur le sujet, même si c'est un sujet important. Dernier sujet qu'on apporte, Audrey, aujourd'hui, les antivirus. Moi, j'ai un Mac, j'en ai pas de besoin, right? ça aussi, je vais aller rire. Laisse-moi encore une couple de minutes pour digérer ça, là, puis je vais reprendre la parole. C'est vrai, j'aimerais ça qu'on parle réellement des antivirus. Ouais, ben les antivirus, en fait, ça en prend un. Puis là, il y a la fameuse misconception que dans macOS, il n'y a pas de virus, tout va bien, on est dans un monde de licorne avec de la barbe à papa partout. Pourquoi? Ma fille, elle serait contente, j'aimerais y acheter un Mac. Elle adore les licornes, elle s'habille en licorne tous les matins. Oui, mais mets-y un antivirus au moins, même si c'est un antivirus plus pour la maison. Mais c'est ça, il y a certaines façons de penser dans l'industrie, autant personnellement que professionnellement. Des fois, les gens vont croire à tort qu'il n'y a pas de virus ou de cochonnerie sur les Mac, ce qui est faux. En fait, ce qui arrive, c'est que si on regarde dans la proportion, puis là, c'est pas méchant, là. Moi, que tu aies un Mac, un PC, ça me dérange pas. T'es-tu fonctionnel? Oui, non. Moi, je veux que ça soit oui. Mais il y a moins d'appareils Apple, il y a moins de Mac sur le marché. Fait que c'est sûr que la proportion d'attaques est moindre sur les Mac que sur les PC. Parce qu'il y a beaucoup plus de PC sur le marché. Fait que faut faire attention à ça. Ensuite, l'antivirus, ben ça n'en prend un, autant personnellement que professionnellement. Professionnellement, de nos jours, la bonne pratique en cybersécurité, c'est d'avoir ce qu'on appelle des antivirus EDR avec analyse du comportement. C'est-à-dire que tu sais, les petits antivirus là, qu'on a chez nous, là, que on met à jour la base de données de virus là, ou que ça se fait automatiquement une fois de temps en temps, ben l'antivirus EDR, lui, il est plus wise, il est plus intelligent. Il va aller voir comment ton ordi se comporte. Fait que même si dans sa base de définition de virus, le virus il est pas encore... C'est ça, quand il est pas répertorié encore, ben l'antivirus EDR avec analyse du comportement, il va regarder, puis là, hey, c'est pas normal que ton ordinateur roule comme ça, puis il va prendre action à ta place. Fait que, tu sais, en termes d'être proactif en cybersécurité, c'est quelque chose que ça prend. À ma connaissance, dans ce type d'antivirus-là, puis là,
je veux dire, même si ça fait 15 ans que je suis dans le domaine, c'est possible que je connaisse pas le produit, mais à ma connaissance des antivirus EDR, je ne crois pas qu'il y en ait des gratuits pour le moment. Néanmoins, encore là, je donne un exemple pour ceux qui sont sur un abonnement professionnel Microsoft 365, ceux qui bénéficient d'une licence Business Premium, qu'on appelle. L'antivirus et l'antipourriel est inclus dedans. Fait que des fois, ça vaut la peine de payer une licence Office un petit peu plus cher pour avoir tout le reste du package. Puis OneDrive, il vient avec probablement aussi? Avec, tu parles... La licence, mettons, la Business Premium, oui, là, ça vient avec SharePoint, OneDrive, Teams, puis ça vient souvent avec plein d'outils que les gens connaissent pas, puis que, je donne un exemple, beaucoup de mes clients ou de gens que je connais utilisent Trello, qui est un super bon outil pour la gestion de projet. Sauf que la plupart des gens ne savent pas que dans Microsoft 365, tu as exactement le même outil qui s'appelle Planner. Et, bon, il est un petit peu moins beau visuellement, mais c'est le même principe. Puis, qu'est-ce que ça fait en bout de ligne? T'as pas besoin d'un mot de passe pour Trello puis un pour... Fait qu'on vient encore là de diminuer le nombre d'accès. On est tous synchronisés au même endroit. Quand on parlait, on a tous les mots de passe au même endroit. On peut couper les accès à la personne à un endroit. On n'a pas besoin de les couper partout. Mais j'ai vraiment aimé la discussion, Audrey. Ça fait 39 minutes qu'on parle. On a dépassé un petit peu le temps. Mais écoute... il y a pas de problème. Pour vrai, j'ai trouvé la discussion passionnante, même si on parlait de sécurité informatique. Alors, on a atteint, mais en gros, là, c'est être prudent. Des mots de passe à 16 caractères, avoir des gestionnaires de mots de passe qu'on va regarder, un KeePass qui est gratuit, qui stocke les données chez nous, c'est intéressant. Juste faire attention parce qu'il faut avoir protégé notre ordinateur, avoir un antivirus EDR, puis même si j'ai un Mac, j'ai un antivirus. Pensez à encrypter la base de données, encrypter son ordinateur et avoir la clé d'encryption ailleurs qui est accessible facilement. Et ça va aller avec les backups. Idéalement, des backups à 3 endroits, donc avoir la clé d'encryption au moins à 3 endroits pour être sûr de la retrouver, puis activer la double authentification. C'est les sujets qu'on a traités aujourd'hui et je crois que je vais retourner améliorer ma sécurité davantage. Mais un gros merci Audrey, j'ai adoré la discussion aujourd'hui. Ben, c'est la même chose pour moi. Puis Anthony, je me permets un dernier commentaire pour la fin. Dans tout ça, là, tu dis que tu vas aller améliorer ta cybersécurité, mais bravo, parce que dans le sens, là, le temps qu'on a pris ensemble aujourd'hui, c'est que tu t'es fait de la sensibilisation. Ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment plus mis de l'avant tant au niveau des travailleurs autonomes que des OBNL et des PME. Déjà avec la sensibilisation, même en mettant aucun outil en place, on vient de gravir des échelons de plus en termes de sécurité informatique. Ben merci beaucoup, j'ai adoré la discussion, puis il faut en parler plus, il faut sensibiliser les gens, puis n'hésitez pas d'en parler aussi à vos amis entrepreneurs, tu sais, dites-leur hey, ça je suis pas trop sûr, il faut faire attention. J'ai écouté le podcast d'Anthony, va l'écouter. Puis il y en a excellent. Parlé. Manquez pas excellent. Ça. Exact. Mais sur ça, un gros merci Audrey, puis les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs. Merci Anthony.